d'accord. Parce que quand même, sur l'aspect démocratique, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'une espèce de, je n'ose pas dire d'une nouvelle classe supérieure d'humains qui a les moyens technologiques de devenir des surhommes, entre guillemets, plus intelligents, plus rapides, plus forts, plus tout, et d'autres qui n'en auront pas les moyens, finalement? Oui, non, mais c'est ça qui est en jeu. C'est toujours... vous savez, en particulier, en plus, quand on pense à la génétique, si on veut changer certains gènes, tout ça, c'est toujours dans ces espèces de folie humaine, de super-hommes, et bien sûr qui concernent que certains, et avec des dérives extrêmement graves qu'il peut y avoir. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester vigilant et se poser à chaque fois la question, pourquoi faire ceci? Si c'est pour réparer, si c'est pour corriger, et si c'est pour affronter une souffrance, oui. Si c'est pour créer et transformer, donc être transhumain, purement et simplement, eh bien, vous avez tout à fait raison, ça crée automatiquement une caste par rapport à d'autres. Et on voit bien d'ailleurs, je vous rappelle quand même qu'un qui était assez précurseur, on va dire, de ces idées, c'était une secte qui s'appelait la secte Raël, qui allait jusqu'à uploader, je dirais, l'esprit, hein, c'est-à-dire dissocier le corps et l'esprit et conserver l'esprit, mais ça fait 18 ans que cette idée court, et ça a toujours été cette espèce de volonté ou de croire qu'une façon plus ou moins déguisée, on va créer, s'il n'existe pas, des surhommes. Et c'est là où il faut être vigilant, c'est pour ça que je parlais de démocratie. Les horizons, j'ai le micro. Les horizons sur le transhumanisme, c'est 10 ans, ou la vraie question se posera quand Elle se pose dès maintenant, si on veut dire, parce que, encore une fois, ne serait-ce que par les médicaments, les médications qui existent, on peut booster. Le dopage est quand même une forme de booster. Alors ensuite, le cerveau, pour parler du mental, je dirais, on est quand même très, très préoccupé par le traitement de maladies ou de handicaps, en particulier les handicaps que vous connaissez, qui sont liés d'ailleurs à la vieillesse, comme ce soit l'Alzheimer, le Parkinson et d'autres maladies neurologiques. Pour l'instant, on ne sait pas encore lesquelles, mais il y a quand même pas mal de propositions d'essais thérapeutiques qui sont en cours pour toutes ces maladies avec ces implants du cerveau. Dernière question, vous fréquentez les professeurs chinois, enfin vos homologues chinois. Quel est l'état d'esprit en Chine sur toutes ces questions? Le problème, c'est que effectivement, les Chinois n'ont pas le passé culturel, je dirais, à fleur de peau, avec une réflexion éthique qui permet quand même de corriger certains types de recherches, puisque vous savez qu'il y a déjà eu d'avoir des appréciations sur le QI, des recherches au niveau de l'embryon humain qui ne sont pas autorisées dans d'autres pays. Ceci étant, là aussi, c'est peut-être pas aussi négatif que cela, même s'il y a un risque qui n'est pas nul, parce qu'il y a des réactions qui se font et qui essayent aussi, en Chine, oui, et qui essayent aussi, dans une classe, on va dire, un peu ouverte sur le monde, à donner des guidelines. Et vous y allez souvent? J'y vais, oui, 1 à 2 fois par an. Ah oui, quand même. Donc ils vous écoutent. Il faudra leur demander. Oui, je vous remercie beaucoup, professeur. Vous êtes vraiment... Non mais reste, on va conclure. Oui, il va rester. Eric Kazan, il va nous rejoindre. Eric Kazan de McKinsey. Allez, tous les trois pour la conclusion. Prenez un micro. Je vais juste me permettre de manière tout à fait mal élevée de demander à Eric si ça n'ennuie pas que je passe avant lui, tout simplement parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on avait à côté un truc qui s'appelle les rencontres économiques d'Aix et que c'est assez prenant. Donc voilà. 3 remarques, donc ce sera d'une simplicité biblique, mais c'est exactement ce que je pense. Premier sujet sur la technologie, en réalité René nous a tiré vers un domaine fascinant, mais qui n'est pas le cœur de la discussion d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui on parle du numérique, du matin jusqu'au soir, du soir au matin, et c'est ça ce que les gens ont en tête. Et c'est, je trouve, première remarque, extrêmement compliqué. Au-delà du fait que conclure à une série de sessions auxquelles on n'a pas participé, qu'on n'a pas entendu, c'est d'ailleurs ça donne un degré de liberté totale. Merci pour cette franchise, oui, Jean-Hervé. Oui, non, je voulais dire que ça avait été remarquable. Mais c'est très compliqué
parce qu'on est dans un domaine qui est un domaine, j'allais dire, du politiquement correct. D'ailleurs, c'était très marrant dans ce que disait René. Évidemment que les gens vont vous dire Google, c'est formidable parce que ça me donne accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès. Ça, c'est la partie positive. Dans ce que René en tête, la capacité de gérer, au fond, de l'humain et du génétique, c'est un progrès immense. Et derrière, il y a peut-être des éléments qui sont moins positifs. C'est très compliqué. C'est une histoire ancienne, vieille comme le monde pour les économistes. Progrès technologique et économie ont toujours été traités sur un seul sujet, qui est le sujet du travail, avec d'ailleurs des bêtises dites par les uns, par les autres, par les troisièmes. J'ai été très ravi d'entendre 2-3 interventions qui sont, j'allais dire, par exemple celle de Patrick Artus, disant qu'on n'a pas la queue d'une idée sur le sujet. Et que ce n'est pas éventuellement parce qu'on aurait eu des expériences favorables dans le passé qui, au bout d'un certain temps, auraient fait qu'on crée plus d'emplois qu'on en détruit, que ceci peut être renouvelé dans l'avenir. Tout ça est j'allais dire, d'une facilité intellectuelle absolue. Je me souviens d'ailleurs de cette expression de Sauvy. Vous vous en souvenez de Sauvy qui avait cette théorie du... Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, je suis tout à fait prêt à en parler. Moi, je me contente de dire que je ne sais pas. C'est tout. Nous sommes deux. Artus et moi, on a été très clairs aujourd'hui. Et Artus, c'est la théorie du déversement. Ce n'est pas le ruissellement qui est à la mode, c'est le déversement, c'est-à-dire que c'est du sapsi biblique. Vous avez un progrès technique dans la branche A, donc vous gagnez en réalité en productivité, donc le coût du travail est plus faible, ou le coût de l'objet produit est plus faible, donc vous donnez du pouvoir d'achat à l'individu qui avait un pouvoir d'achat déterminé, qui va immédiatement, dans la seconde qui suit, racheter à la branche B. Et si, c'est du niveau de CM2, hein, si dans la branche CM2, le montant d'emploi est supérieur en moyenne à la branche A... C'est incompréhensible, Jean-Hervé. Oui, si, tout le monde a compris, avec toi qui n'as pas compris. Non. En gros, ça veut dire que quand tu mets des machines dans les campagnes, les gens vont dans les usines. Quand tu mets des robots dans les usines, les gens vont dans les bureaux. Non, c'est... Quand on met des machines dans les la théorie bureaux... du déversement n'était pas aussi, j'allais dire, cette présentation-là. Ça revient à expliquer que le gain des pouvoirs d'achat que tu obtiens grâce au retrait se recrée de l'emploi, mais faut-il encore que l'emploi créé soit supérieur à l'emploi perdu, et pour ça, il faut que la productivité dans la nouvelle branche soit supérieure inférieure à celle de la précédente. Et oui, tu es journaliste économique, il faut quand même s'y mettre. Il faut que tu arrives à comprendre les sujets. Eh ben, heureusement qu'on est un peu plus pédagogue. Voilà, donc... Premier aspect, on n'en sait rien et simplement on est dans le politiquement correct, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la médecine parce que évidemment on dit qu'on va soigner des maladies qu'on ne savait pas soigner, ou comme tu l'as indiqué, prendre un gène qui gêne et le remplacer par un gène qui ne gêne pas, et évidemment c'est évidemment positif. Très difficile, première remarque. Deuxième remarque, moi, je suis obsédé par ce qui se passe à côté, les rencontres économiques d'Aix, et comme en réalité ça en fait partie, j'essaie de rabouter. Tu vois l'expression rabouter. Jusque-là, t'es clair? Oui, jusque-là, c'est clair. Rabouter les deux éléments. C'est-à-dire ce qui se dit dans les autres amphis, ce qui se dit dans cet amphi. Et en réalité, ce qui se dit dans les autres amphis, c'est que les chocs ou les métamorphoses, dont la métamorphose technologique est évidemment l'une d'entre elles, mais c'est en réalité pas la seule, il y en a bien d'autres. Elles sont, comme aurait dit Schumpeter à propos des grappes d'innovation, je regarde ma vieille camarade Joël, qui a tellement écrit là-dessus, il y a des grappes de métamorphose, qu'elles sont reliées les unes aux autres. Ça a été dit un moment par M. Rousseau, qui a indiqué que ça rendait le marché du travail bipolaire, mais c'est en réalité beaucoup plus important que ça. Il y a une espèce d'interdépendance des métamorphoses qui bouleverse de notre point de vue, celui des autres salles et celui du cercle économiste, qui bouleverse le monde jusqu'à le transformer dans des conditions qu'on n'avait même pas soupçonnées. Donc il est très compliqué de parler de la métamorphose technologique de manière isolée, et je crois qu'on ne peut pas se limiter au problème du marché du travail. Deuxième remarque.
Troisième remarque, moi ce qui m'intéresse, c'est la seule question qui m'intéresse. Je ne comprends pas pourquoi, oui, les 2 minutes, je ne comprends pas pourquoi la réalité de cette zone européenne, qui est quand même technologiquement très élaborée, ne trouve pas les moyens d'être partie prenante. Quand on était beaucoup plus jeune avec Eric, il était aussi beau que maintenant, mais il était... Et moi j'avais des cheveux, donc on était un couple, pas beaucoup. On avait cette idée, on ne comprenait pas pourquoi l'Allemagne, qui était cette énorme puissance industrielle, n'était pas foutue de faire des semi-conducteurs. C'est une interrogation. Pourquoi? On avait inventé l'idée de la trajectoire technologique qui fait qu'on est déterminé, on sort par son passé, qu'ils étaient bons en mécanique, mais incapables de faire des semi-conducteurs. Pourquoi l'Europe, qui est très diverse, n'est pas capable de se relancer dans ces domaines? Alors, on est en train d'inventer une thèse, et je vais après laisser la parole à mon camarade Eric, qui est bien plus compétent que moi sur le sujet, mais la thèse qu'on invente, vous allez en entendre beaucoup parler, c'est l'idée qu'il va y avoir un nouveau saut technologique. En gros, c'est l'intelligence artificielle, comme personne ne sait réellement ce que c'est assez facile d'en parler, et à ce moment-là, avec la blockchain, tout ça, hop, youpla boum, l'Europe va se retrouver dans le coup. Je dois reconnaître que ce sont des thèses qui me séduisent beaucoup parce qu'elles sont à peu près du même niveau que celles qui consistent à dire qu'on sait qu'on va y avoir plus d'emplois recréés que d'emplois détruits par la technologie. C'est la flûte enchantée. C'est la flûte enchantée. Et donc, tout ça pour dire que... Jean-Hervé, c'est aussi la thèse. Une question. Attends. C'est la thèse qui consiste à dire que ce n'est pas les marchands de carrosses qui ont inventé l'automobile aussi, peut-être. Tout à fait. Et je termine juste en disant que... alors j'ai le droit de le dire parce qu'on est en dehors des rencontres d'Aix, moi je crois que l'Europe ne rebondira que parce qu'elle va dresser une statue à Madame Vestager, qui est peut-être même la nommer présidente. La Commission européenne, c'est une femme extraordinaire par son caractère, son énergie, sa détermination. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, elle a une vraie position sur les sujets. Je trouve qu'elle aborde le sujet de manière trop fiscale. La fiscalité, c'est un problème assez simple à résoudre. La proposition française est epsilonesque, mais intelligente. Cette idée de taxe, enfin, vous connaissez ça tous par cœur. En revanche, je trouve que la seule des solutions consiste à essayer de se battre sur le domaine de la concurrence très précis, qui est celui du refus du monopole. Or, refus du monopole, c'est une définition, reconnaît que je suis clair jusqu'à maintenant. Limpide. Et pour le refuser, c'est une manière assez simple de ne pas employer ces expressions horribles que j'ai employées avec mon camarade Michael Bérébi dans un livre qui a eu un succès d'ailleurs très limité. Oui, le temps est écoulé, mais le livre a été très peu vendu. Et d'ailleurs, vous pouvez l'acheter pas loin d'ici. Il y en a des stocks entiers. Enfin bon, avant qu'ils partent au pilon, ce serait bien que vous le rachetiez. C'est pas vrai en plus, il s'est plutôt pas mal vendu. Non, il s'est pas bien vendu. Et il s'appelait « Faut-il démanteler Google ?» Donc il faut surtout pas prononcer. On est dans un domaine qui est totalement idéologique. On n'a pas le droit d'employer ces termes-là. Moi, je crois qu'il faut dire, et c'est une des propositions qu'on fera dans notre intervention de dimanche, notre déclaration, c'est que nous demandons à l'Union européenne d'imposer un rejet de tout ce qui est le monopole. Les monopoles, d'ailleurs, ce ne sera plus un monopole, ça va être bientôt un duopole. Mais enfin, le duopole, comme chacun sait, c'est une forme déguisée du monopole, car il y a toujours... Enfin bon, tout ceci pour dire qu'il faut qu'on se batte sur ce thème-là. Et je vois arriver Olivier, il est un des rares hommes qui se soit réellement battu sur ce thème-là, bravo. Mais Vestager et Sichel sont mes 2 idoles. C'est pas compliqué. Et comme je tiens à terminer, c'est fini. C'est fini, surtout que je dois partir. Bah oui. Mais, c'est pour ça qu'il n'y a que ça qui va t'arrêter. Non, pas du tout. Mais je voulais terminer en disant que n'oubliez pas, c'est un débat interdit, parce que politiquement injouable. Les mots, il y a des mots interdits. Le démantèlement est un mot interdit, donc ça n'est pas la peine. 2, c'est absurde de traiter ce projet technologique de manière isolée et pas exclusivement sur le marché du travail. Et 3e aspect, si on veut rebondir, je suis
je veux dire, je suis frappé par la crédulité humaine. Je terminerai ma vie en me disant toujours que la crédulité humaine est infinie. Cette idée qu'il y a un rebondissement, parce qu'il y a l'IA, me reste quoi? COI, quoi? Et donc, tout simplement parce que toutes les entreprises du GAFA et autres sont déjà sur le sujet, donc il n'y a pas de raison que ça change la face du monde. En revanche, il faut essayer, par des moyens, j'allais dire, des droits de la concurrence, en utilisant tous les instruments, de casser, dans les faits, ce qui nous réduira, sinon nous, en Europe, à un pays de seconde zone. C'est-à-dire qu'il faut arriver, et j'emploie le terme, et je m'en vais parce que j'ai peur des balles perdues, il faut arriver à les démanteler. Vous voyez de qui je veux parler? Merci Jean-Hervé. Allez, file à l'antenne, on t'attend. Tu vas être en retard. Donc l'homme n'est pas éternel, mais la crédulité, oui. Moi j'avais une question, alors qui serait peut-être une forme de transition vers votre conclusion, Eric. René Friedman, en fait, on s'occupe beaucoup l'esprit avec des questions purement technologiques, mais en fait à chaque fois on découvre que les vrais sujets derrière, c'est que des sujets éthiques en fait. Éthique et philosophique. Et que l'Europe en est l'élément porteur. Oui, avec le fait que sur ces questions, sur différentes questions médicales qui concernent l'humain, l'Europe n'a pas non plus un point de vue parfaitement homogène. Exactement, merci. Non, il y a des différences parce que ça s'inscrit dans la culture, dans les croyances, dans les religions, je dirais incontestablement. Oui. Et c'est Ou vrai dans l'histoire avec l'Allemagne, par exemple. Bien entendu. Mais les réactions par rapport à la culture, enfin l'histoire, ce que j'appelais culturel. Donc voilà, donc on est. Faut-il qu'il y ait, alors sur des points fondamentaux, il me semble que oui, surtout pour faire face à d'autres, ou pour faire face, en tous les cas, pour développer une conception de l'humain. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les données, vous savez bien que faire son génome, c'est quelque chose qui coûtait très cher il y a 10-15 ans, qui aujourd'hui peut se faire pour $1000, même pas. Donc voilà, et on peut le faire, on pourra le faire dans des laboratoires répartis dans le monde qui n'ont pas forcément plus besoin aujourd'hui d'une base arrière extrêmement importante sur le plan technologique. Donc oui, de la régulation des sociétés et donc de qu'est-ce qu'on veut comme concept de l'homme va devenir de plus en plus, et on le voit bien, les gens qui ont appliqué les différentes technologies de la reproduction humaine en particulier sont amenés à se poser les questions de les limites. À partir du moment où les limites ne sont plus je ne peux pas faire, mais c'est je peux faire, alors la question va se poser, c'est pas comment faire, c'est pourquoi faire. Mais pour ça, il faut qu'on ait effectivement une possibilité d'échange et une vision du respect de la parole de l'autre. Merci René Friedman. Allez, Eric Hazan, c'est à vous que revient le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors j'écoutais Jean-Hervé Lorenzi et je pense c'était un peu long. C'était un peu long. Non, c'était hyper intéressant. Moi j'ai trouvé. Bon, je suis un petit peu groupie, mais je trouve qu'il m'a un peu fait à la fois mon introduction et ma conclusion. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est ça le problème avec lui toujours. En fait, il a beaucoup parlé de technologie et finalement et d'humain. Donc finalement, on vit une double vague technologique. On a vécu la première vague de l'Internet dans les 15-20 dernières années. Et ça a quand même changé 2-3 trucs, même si un certain nombre d'économistes contestent effectivement qu'il y a un impact réel sur la productivité. Mais ça a changé quand même le cœur de nos vies. Et il y a une étude de la Brookings Institution qui montre qu'il y a à peu près 60% des occupations aujourd'hui, des activités professionnelles qui sont touchées par le digital. Je vous arrête. Donc le match est terminé et la France gagne donc 2-0. Formidable. Ça c'est super. Formidable. Il faudrait qu'on gagne la bataille de l'intelligence artificielle maintenant. Pardon. Mais le foot c'est super. Donc, première vague de l'Internet qui finalement a eu un impact significatif, mais qui, on le sait, la technologie à plus d'un titre a eu un impact aussi sur le poids de la classe moyenne dans la population active, etc. Mais on est en fait à l'aube d'une deuxième vague. C'est un peu ce que disait Jean-Hervé tout à l'heure. La deuxième vague, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est devenu un buzzword
Donc c'est toute l'algorithmique des logiciels apprenants qui progressivement nous remplace, très bien. Mais surtout, ça a un impact tout à fait réel sur les tâches que nous effectuons dans notre travail de tous les jours. Donc comme nous, chez McKinsey, on est un peu besogneux, on a essayé de codifier dans les pays développés 800 activités, 2000 tâches. Et puis on s'est aperçu que sur ces 2000 tâches, à 2030, il y aura à peu près 60% des occupations des activités qui seraient touchées probablement par l'intelligence artificielle, et que ces 60% d'activités, on verrait au moins 30% de leurs tâches automatisées. À l'intérieur de ça, il y a entre 5 et 15% des emplois qui vont être complètement automatisés, c'est-à-dire plus de 95%. Donc on est quand même sur quelque chose, alors 2030 c'est juste demain, donc on est quand même sur quelque chose d'une ampleur assez importante. Alors c'est pas comme si on vivait ça pour la première fois en tant qu'humanité, on l'a vécu dans les précédentes révolutions industrielles, on l'a vécu dans l'industrialisation de la Chine récente où la population agricole a diminué de manière drastique en 20 ans, etc. Mais tiens, on a 12 ans devant nous, 15 ans devant nous, et dans ces 12-15 ans, pour la première fois, depuis un certain temps, on pourrait peut-être s'y préparer. Et donc c'est ça la discussion que j'aimerais avoir avec vous. 30% de 60, ça fait donc 20, c'est-à-dire un emploi sur 5, c'est ça? Alors, ce serait trop simple, parce que, en fait, à l'intérieur de votre emploi, vous avez un certain nombre de tâches qui sont automatisées, mais un certain nombre de tâches qui ne sont pas automatisées. Donc c'est pas, si vous avez 20 ou 30% de votre emploi qui est automatisé, eh ben, vous devez réinventer, c'est d'ailleurs le cœur du sujet, réinventer ce que vous faites, mais vous ne perdez pas forcément votre emploi. Ou alors, il faut réinventer l'organisation de l'entreprise elle-même. Donc il y a une discussion là-dessus. D'ailleurs, on a poursuivi ce travail et on a fait, donc je vous rappelle, 800 d'activités, 2000 tâches. Et ces 2000 tâches, on a essayé de savoir quelles étaient les compétences qu'il y avait derrière. Donc on a trouvé 25 compétences qu'on a regroupées en 5 groupes. Okay, donc ces 25 compétences et ces 5 groupes, je vous dis un petit peu ce que c'est, parce qu'on a trouvé quelques chiffres intéressants. Alors, donc on a d'un côté donc 5 groupes, les compétences physiques et manuelles. Hein, je pousse un chariot dans une mine, je creuse, etc. Voilà, donc compétences très opérationnelles. De l'autre côté, je vous rappelle qu'un emploi, c'est un mix de compétences. Donc un mineur aujourd'hui par rapport à un mineur il y a 50 ans, c'est quelqu'un qui a un device électronique qui permet de repérer les incidents dans la mine, mais qui aussi fait des tâches de manutention tout à fait classiques. Hein, donc il est plutôt à 80% sur des tâches physiques manuelles, mais à 20% sur des tâches plutôt avancées. Donc ensuite, il y a les compétences conceptuelles de base. Je sais lire, écrire, compter. Ça, c'était suffisant pour entrer dans la population active jusqu'à, en gros, les années 70-80. Ça allait. Ensuite, il y a les compétences conceptuelles avancées. Je sais structurer ma pensée. Voilà, je sais analyser quelque chose. Ensuite, vous avez les compétences sociales et émotionnelles. Je sais négocier, je sais manager, je sais interagir, tout ce qu'on appelle les soft skills. Et ensuite, vous avez les compétences technologiques. Et les compétences technologiques, ça va depuis j'ai une formation courte, mais je sais optimiser l'interface utilisateur d'un site internet, jusqu'à j'ai un doctorat de statistiques et de computer science, d'informatique. Donc c'est assez vaste. Donc ces compétences, donc on a codifié les économies développées avec ces compétences-là, on a mis des heures de travail, et puis on a regardé comment ça allait, dans différents scénarios, bouger dans les 12 prochaines années. Donc 2 minutes ? Ah bah, j'en avais beaucoup plus que ça, alors là je commence à être jaloux. Donc ok, alors je vais être plus court, mais je vous donne quelques chiffres parce qu'ils sont intéressants. Donc d'abord, ce dont il faut se rendre compte, c'est que notre système de formation et notre système d'éducation d'aujourd'hui et le contrat social, le New Deal qu'on a avec les gens, il est basé sur l'allocation actuelle des compétences et des tâches. Et donc quand ça se modifie, si on n'arrive pas à faire modifier en même temps, hein, c'est le fameux livre de Laurence Cast, la course entre l'éducation et la technologie, si on n'arrive pas à modifier en même temps les compétences, la formation, l'éducation et les emplois, finalement, les gens, de plus en plus, sont dévalués sur le marché du travail. Okay, donc, qu'est-ce qui se passe? Les compétences physiques et manuelles, elles baissent de 15% dans les prochaines années. Les compétences conceptuelles de base, elles baissent de 15% dans les prochaines années. Les compétences conceptuelles avancées, elles augmentent de 10%. Les compétences sociales et émotionnelles, ça c'est intéressant, elles augmentent de 25%. Les compétences technologiques, pas de surprise, elles augmentent de 55%. Donc vous voyez le déséquilibre qui est en train de se créer. On est en train d'entrer dans une société, pas seulement de la connaissance d'ailleurs, de l'apprentissage, parce que si on veut, avec ce mouvement des compétences, juste tenir le rythme, il va falloir se former en permanence. Et donc, en revanche, tout notre système de formation et d'éducation, il est basé sur cette structure-là. Donc,
Tout ça, c'est très différent en fonction des industries, mais vous avez des industries comme l'industrie manufacturière ou les industries d'extraction, les mines, etc., dont on parlait, où vous avez à peu près la moitié des personnels qui sont sur des jobs, des occupations, qui ont 80% de compétences physiques et manuelles. Donc vous voyez tout de suite l'impact que ça peut avoir. En gros, si on continue avec le système d'éducation et de formation qu'on a, on arrive à un excès d'offres sur un certain nombre de compétences et un excès de demandes sur des compétences avancées. D'ailleurs, on le voit très bien dans la société d'aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une sur-pondération des salaires sur les compétences technologiques, par exemple, qui sont des compétences très rares. Et ça, si on ne fait rien, en gros, ça continue. Elles deviennent de plus en plus rares. Et puis, évidemment, ça s'accélère. On le voit, ça s'accélère déjà dans les 5 dernières années. Ça s'accélère. Les compétences plus basiques, elles sont en décroissance en termes de demande. Donc, on a projeté donc la demande de compétences et ça baisse. Alors, le risque. 2 mots sur un risque et ensuite 2 mots sur les solutions. Il faut Okay. conclure. Ouais. Ok. Alors, les risques, c'est quoi? Le risque, il y a un mot, c'est la bifurcation. C'est assez simple. Soit on s'adapte, système éducatif, etc., soit on ne s'adapte pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la bifurcation? Vous êtes dans une entreprise, vous voulez attirer les meilleures compétences. Vous les attirez, vous êtes le meilleur. Donc vous êtes dans ceux qui croissent. Vous êtes dans une entreprise, vous n'arrivez pas à attirer ces bonnes compétences. Vous êtes dans ceux qui décroissent. Donc bifurcation, entreprise performante, entreprise pas performance, sur le capital humain. Le principal facteur de la compétitivité de demain, c'est le capital humain. Deuxième élément, vous êtes un pays. Vous avez les bonnes compétences, ça va. Vous n'avez pas les bonnes compétences, pouf. Donc ça, c'est le point de Jean-Hervé tout à l'heure. Globalement, la compétitivité aussi au niveau d'un pays, elle se trouve là-dessus. Intelligence artificielle, c'est très intéressant. Quand on n'a pas fait la première vague du digital, on ne sait pas faire d'intelligence artificielle. Donc on l'a vu, on l'a modifié, il y a une corrélation très forte, pour les entreprises en tout cas, et sans doute pour les pays. Quand on n'est pas passé par la première vague de digitalisation, on ne sait pas passer à la deuxième vague. Donc ça, c'est aussi une leçon. Si on veut être les champions d'intelligence artificielle, on a intérêt à se digitaliser. Alors, c'est quoi les points éventuellement dont on pourrait discuter? Il y a plusieurs défis. Le défi qu'on appelle en anglais reskilling, c'est un mot très moche, ça s'appelle la requalification. Le deuxième défi, c'est l'assouplissement des organisations. On reconfigure tous les emplois, c'est dans 12 ans, donc on reconfigure, on redesign toutes les organisations. Le troisième défi, c'est la capacité à repenser le contenu même des emplois. On appelle ça les new collar jobs. Il y avait les blue collar, les white collar, maintenant il y a les new collar jobs. Et enfin, le dernier point, c'est le recours plus important, sans doute, dans nos économies développées, au travail indépendant, parce que la chaîne de valeur d'un certain nombre d'industries va se modifier en même temps que la course entre l'éducation et la technologie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Eric. Merci encore, professeur. Merci à toi, Emmanuel, d'avoir animé avec moi en duo toute cet après-midi sur les technologies. Marathon.